Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Christian Abaud. Je suis chargé de mission à la société Le Nickel, qui est la principale filiale du groupe français Eramet, dont le siège est à Paris. Et j'ai le plaisir d'avoir pu répondre à l'invitation de Georges Callas pour vous parler ce soir de la valorisation de la ressource minérale en Nouvelle-Calédonie. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire rêver autant que les GEM, mais je vais essayer de le faire quand même avec des images un peu originales. Tout d'abord, la Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel qui est situé dans le sud-ouest Pacifique. Il est en marge de l'Australie, à peu près à 2000 km de l'Australie, 7000 km de Tokyo et un peu plus de 18 500 km de la métropole. Ça représente entre 23 et 25 heures d'avion selon la vitesse du vent. Il est constitué donc d'un ensemble de plusieurs îles, des îles coralliennes qui sont en fait installées sur une ancienne ligne de volcans. Et puis une grande terre avec quelques îles éparses, l'île des Pins, les îles Bélep. Et tout ça constitue trois collectivités territoriales, trois provinces, elles-mêmes réunies dans une collectivité très particulière, puisqu'elle a un statut spécial dans la République qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Alors, cette Nouvelle-Calédonie, elle a une histoire humaine assez particulière. Elle a également une histoire géologique et géodynamique tout à fait particulière, puisqu'elle est située sur cette grande lanière, j'ai la tremblote, c'est le décalage horaire, qui s'appelle la ride de Norfolk et qui a été séparée du continent australien par l'ouverture de la mer de Tasman et du bassin de Nouvelle-Calédonie à partir du Crétacé inférieur. Et donc, on est bien en présence d'un morceau de ciel, contrairement à ce qu'au départ certains ont pu penser. La Nouvelle-Calédonie est également toute proche d'une zone de subduction où la plaque australienne passe sous la plaque pacifique avec des vitesses qui peuvent être considérables puisqu'elles varient entre 12 et 15 cm par an. Tout ça est bien évidemment fait l'objet de mesures réelles. La Nouvelle-Calédonie présente aussi une singularité, c'est qu'elle a été recouverte à la fin de l'Éocène par une nappe ophiolitique qui est en fait une sorte de copeau, on peut appeler ça comme ça, un copeau du manteau supérieur qui est venu chevaucher tout le bâti néo-calédonien. Et il s'agissait là d'un phénomène géodynamique régional qui a commencé en Nouvelle-Calédonie, qui s'est ensuite propagé aux îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Irian Jaya, et également dans l'archipel indonésien, dans les îles des Moluques du Nord et des Célèbes, d'où les gisements de nickel oxydé d'Indonésie. Donc aujourd'hui, il reste, je dirais, les témoins d'érosion de cette nappe, avec un immense massif du sud qui représente à lui seul plus de 5000 km², plus quelques petits massifs résiduels qui sont sous forme de clips, essentiellement sur la côte ouest. Et c'est cette géologie un peu particulière qui a donné naissance au gisement de nickel. Mais rapidement, l'histoire minière de la Nouvelle-Calédonie a fait que l'État a voulu regarder quel était le potentiel minier de ce pays. Et donc, il a lancé, au début des années 80, par l'intermédiaire du Bureau de recherche géologique et minière, un inventaire minier sur les autres substances qui étaient connues, identifiées, qui avaient été exploitées à la fin du XIXe siècle. Et donc, c'est centré sur l'or, les métaux de base qui étaient liés au volcanisme calco-alcalin de la province nord.
On savait qu'il y avait une ressource, globalement, en nickel oxydé sur ce qu'on appelle en Nouvelle-Calédonie le massif minier, qui sont en fait les reliquats du feuillet ophiolitique. Et la conclusion de ces études, qui ont duré plusieurs années et qui étaient synchrones avec deux autres chantiers, un chantier sur les minéralisations varisques en Bretagne et un autre sur l'or en Guyane, tout ça a été conduit de manière synchrone, c'est que, hélas, si ce travail a permis de nombreuses publications scientifiques, il n'y avait aucune opportunité économique parmi tous les indices qui ont été recensés, et même certains ont été découverts. Et donc, la conclusion, c'est que le nickel et les substances connexes, alors les substances connexes, c'est en fait une définition du code minier, ce sont des substances qui sont fatales, c'est-à-dire que vous êtes obligé de les abattre pour extraire la substance qui vous intéresse. Dans ce cas particulier, ce sont le fer et le cobalt. Les substances connexes issues de l'accélération supergène de ces péridotites restent les seules ressources valorisables identifiées à ce jour. Quand je dis identifiées, c'est que la recherche en ce domaine n'est jamais complètement terminée. Alors, comment les choses se présentent-elles? Je vais reculer un peu. Voici la géochimie d'un profil d'altération. Donc, c'est quelque chose de relativement classique qui commence par une cuirasse qui est constituée en fait essentiellement de goethite et d'hématite. En fait, ça, c'est la fraction insoluble de la roche d'origine qui a été entièrement lessivée par l'altération météorique tropicale. Sous cette cuirasse, on trouve un horizon de latérites rouges, qui sont en fait des latérites apisolites, dont la coalescence a donné naissance à la cuirasse. Et ensuite, on a un horizon latéritique qui est d'une épaisseur considérable, puisque dans certains endroits, il peut dépasser 60 mètres. Sur les photos de la présentation du professeur Calas tout à l'heure, vous avez vu une galerie de cobaleurs creusée dans ces latérites jaunes, puisque les niveaux à manganèse et donc à cobalt subordonné se situent à la base de ces latérites jaunes. En fait, on les distingue plus par la structure que par la couleur, parce que dans les latérites jaunes, on voit encore le fantôme de l'ancienne roche mère, tandis que dans la latérite rouge, on ne la voit plus. On a ensuite une zone de transition et on rentre dans les saprolites grossières qui, en fait, sont des roches qui sont complètement altérées, mais sur lesquelles on voit parfaitement les structures. Alors, au point de vue chimie, ça donne des choses extrêmement variables, puisque vous voyez que le fer, qui peut atteindre jusqu'à 50% dans les niveaux de cuirasse, petit à petit diminue au fur et à mesure qu'on descend dans le profil. Le magnésium et la silice, qui sont complètement déprimés en haut de profil, c'est normal, puisqu'ils ont été les premiers à être solubilisés, augmentent au fur et à mesure qu'on descend. Et d'ailleurs, les mineurs appellent les saprolites qui sont exploités, ils l'appellent le silicaté, c'est pas le hasard. Et le nickel, qui lui nous intéresse, augmente petit à petit au fur et à mesure qu'on descend dans le profil, pour ensuite s'écrouler brutalement quand on passe dans le bedrock. En d'autres termes, le processus d'altération agit vis-à-vis du nickel comme un concentrateur de Clark, puisqu'il multiplie ce Clark entre un facteur 10 et un facteur 15. Le Clark du nickel dans les péridotites, c'est autour de 0,02. Alors, quelques mots sur ce métal. Bon, vous le savez autant que moi, le nickel appartient au groupe des métaux de transition. Il est surtout connu pour sa résistance à la corrosion atmosphérique. Dans ce cas, il est associé au chrome, mais surtout, il est très utilisé pour sa résistance à haute température, puisqu'il conserve ses propriétés mécaniques. On a parlé tout à l'heure d'uranium. Il faut savoir que dans les pièces chaudes des moteurs, dans ce qu'on appelle les superalliages, il est très souvent associé. Alors, quelles sont les principales applications du nickel? Bon, tout d'abord, la principale, c'est le ferronickel.
qui est obtenu par pyrométallurgie. Ce ferronickel est utilisé par les aciéristes pour faire de l'inox, la série, pour ceux qui connaissent les aciers inox, notamment la série 300. Et en fait, ce sont des applications qui sont largement utilisées dans la construction d'infrastructures. On a ensuite ce qu'on appelle le nickel, les cathodes, le nickel, métal de très haute pureté, qui est souvent additionné de molybdène, de chrome, de rhénium, de quelques petites autres choses. Tout ça forme ce que les métallurgistes appellent des nuances. Ça n'a rien à voir avec une couleur. Les nuances, c'est juste un lingot de métal qui est en fait un super alliage. Et donc les applications de ces super alliages, ce sont les pièces chaudes des moteurs. Dans le cas du nickel, ce sont les axes de réacteurs, ce sont les disques de réacteurs. Ça doit être un éclaté du réacteur de l'Airbus 320. Vous avez également les turbopompes des lanceurs spatiaux, les parois des méthaniers, les jambes de force des trains d'atterrissage d'avions, les boosters des vecteurs aériens, la robinetterie nucléaire. Une autre application tout aussi connue, où on utilise plutôt les chlorures de nickel ou les sulfates de nickel, c'est toutes les applications de la galvanoplastie. Donc c'est l'évier de votre cuisine, c'est aussi le bloc opératoire de votre clinique, c'est le disque dur de votre ordinateur. Ce sont également des moules, les moules industriels. C'est pas fini. Vous avez tous entendu parler des voitures électriques, des batteries lithium-ion. Eh bien, ça, c'est très souvent de l'hydroxycarbonate de nickel. Et les batteries lithium-ion, selon la puissance souscrite, c'est très souvent des batteries lithium-nickel. Les petites applications portables, il y a du cobalt qui est mélangé. Les applications qui demandent grosses substances, c'est du manganèse, mais les moyennes puissances, comme les véhicules hybrides, ce sont les applications lithium-nickel. On m'a fait remarquer récemment que Toyota venait de mettre en service commercial un véhicule avec une pile à combustible et que donc c'était probablement une voie sans issue. La réponse est non, parce que le système de piles à combustible nécessite un accumulateur d'énergie, et là, ce sont des hydrures de nickel. Dernière application qui n'est pas du tout connue, qui concerne les chlorures et les carbonates de nickel, c'est les catalyseurs de réaction d'hydrocraquage. Et donc, ça nous permet, entre autres, de lancer des process de démétallisation et de désulfuration. Ça vous permet surtout de rouler avec de l'essence, du gazole ou de voler avec du kérosène dont la teneur en soufre est de plus en plus faible. Donc vous voyez que le nickel, c'est le métal de l'industrialisation et de la croissance des pays industrialisés. Alors quelques informations sur le marché du nickel, parce que je ne peux pas vous parler de nickel, de valorisation de ressources, sans vous parler de marché. Surtout si on parle de développement durable. 65%, donc les 2 tiers de la consommation mondiale, qui était en 2014, il y a une petite erreur, de 1 900 000 tonnes de métal, sont constituées d'acier inoxydable. Et ce qui est intéressant avec le nickel, c'est que c'est un métal qui est recyclable, avec un taux de recyclage de 75%, ce qui est quand même relativement considérable, avec une durée de cycle de l'ordre de 25 ans. Ça varie un petit peu selon les pays. Vous voyez ici, sur ce graphe, les marchés applicatifs, donc le nickel, le cuivre, l'acier carboné, dans des secteurs aussi différents que l'aérospatial, la construction, l'énergie, le ferroviaire, le pétrolier, la chimie. Bref, le nickel a un large spectre de marchés applicatifs à forte croissance. En clair, c'est le métal de l'industrialisation. Alors, comment se distribue la ressource au niveau global, au plan mondial? Tout d'abord, quand on regarde les choses de manière un peu macroscopique, on se rend compte que les 2 tiers de la ressource mondiale sont sur des ressources oxydées.
et que à peu près un gros tiers sont sur des ressources sulfurées. C'est le nickel sulfuré, historiquement, c'est le premier qui a été découvert. Il est situé dans des cratons, des vieux boucliers. Donc c'est la Sibérie orientale, c'est le Canada, c'est l'Australie occidentale. C'est un peu je dirais, le berceau historique de cette industrie. Sachant que tout de même la ressource est essentiellement concentrée sur le nickel oxydé qui, lui, est dans la ceinture intertropicale du fait de l'altération superjeune dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ce qu'on constate, c'est que, oui, petit à petit, les choses sont en train de s'inverser. En 2008, 56% du mix était constitué de sulfuré, contre 40% d'oxydé. Les choses se sont croisées à peu près début 2010, et en 2018, on aura 61% de la consommation mondiale qui sera sous forme oxydée pour 39% d'oxydé, de sulfuré. La raison en est simple, c'est que le nickel sulfuré, il est exploité en souterrain, c'est de plus en plus profond, c'est de plus en plus cher. Pour retirer le métal, on est obligé de le griller, donc on génère du SO2 qui retombe sur la tête des administrés sous forme de H2SO4. Donc la contrainte environnementale sur ces types d'installations industrielles augmente. Donc à long terme, l'essentiel de la production viendra de l'exploitation des ressources oxydées. Je vais arriver à la Nouvelle-Calédonie, rassurez-vous. Je ne peux pas parler non plus du marché du nickel sans vous parler de la place de la Chine et de son fabuleux appétit en matière de consommation de nickel. Regardez sur la période 2000-2012, voilà la consommation, la demande exprimée de nickel par la Chine, c'est une croissance absolument exponentielle. Avec en rouge les applications qui ne concernent pas l'inox, mais en vert l'inox. Donc aujourd'hui, on peut carrément estimer que le marché mondial est carrément tiré par la consommation de la Chine. Si on regarde les choses un petit peu par entité géographique, on se rend compte que ce soit à la fois sur le nickel sous forme d'inoxydable ou sur le nickel global, que globalement, on a des pays industrialisés ou des régions industrialisées comme le Japon, l'Europe, l'Amérique du Nord, voire même Taïwan, qui sont en déflation, alors que la Chine et pour partie l'Inde sont en augmentation absolument exponentielle. Ça, c'est sur la période 2000-2012, c'est à peu près le même panorama aujourd'hui. Je vous ai mis les chiffres de 2014, ils viennent de sortir. Vous voyez qu'en 2014, la demande en nickel primaire exprimée est de 1264 kilotonnes et que pratiquement les 2/3 de cette consommation, 788 000 tonnes, sont le fait de la Chine. Si on compare à 2013, ça veut dire qu'on a une augmentation d'année sur une année de 13%. Alors sur les autres applications, c'est moins marqué, mais la Chine pèse quand même un tiers du marché mondial. Bon, quand on regarde tout ça sur les 7 ou 8 dernières années, moyennées, on se rend compte que globalement, le monde consomme à peu près toujours la même chose. Par contre, la Chine est en augmentation constante avec pratiquement des croissances à 2 chiffres. Alors là, c'est en train de ralentir, la demande intérieure chinoise est en train de ralentir, mais quand on dit ralentir, on est encore sur des rythmes de 7 à 8%. Alors comment la Chine a-t-elle pu satisfaire un tel appétit? Eh bien, elle a inventé un nouveau procédé métallurgique qu'on appelle le pig iron. Le pig iron, en fait, c'est une fonte au nickel. On mélange du charbon, puisque vous savez que la Chine a des ressources en charbon considérables, avec du minerai, du charbon avec du minerai de nickel, même avec de la basse teneur. Et on obtient ce que certains de mes collègues métallurgistes appellent un truc.
enfin, une fonte au nickel avec des teneurs en nickel extrêmement faibles qui font entre 4 et 8%. Mais avec ce procédé, ils ont réussi, en se sourçant dans des pays à bas coût, essentiellement en Indonésie et aux Philippines, à générer à peu près 400 000 tonnes de capacité in situ, alors qu'ils ont des ressources en nickel qui sont relativement faibles. Ce que vous voyez là sur le haut du graphe, c'est le nickel apporté par les nouveaux projets métallurgiques. Je vous cite dans le désordre Ambatovi à Madagascar, Taganito aux Philippines, Barro Alto et Ansapuma au Brésil, Kodiambo, Goro Nickel en Nouvelle-Calédonie, tout ça cumulé par rapport à la production de pig iron, c'est pratiquement marginal. Et donc ce pig iron, pour le produire, eh bien, ils ont récupéré des anciens fours de ferrochrome, des hauts fourneaux de ferrochrome qu'ils ont remis en service. Et ils réussissent comme ça à produire cette fonte au nickel qui suffit à leur marché intérieur, étant entendu qu'ils le mélangent probablement avec du scrap metal, parce que le matériau qui sort de là n'est pas affiné. Alors en Nouvelle-Calédonie, le nickel pèse lourd, a toujours pesé lourd, continuera à peser lourd. Et la première singularité, c'est que globalement, il pèse aujourd'hui 22% de son PIB, ce qui est absolument considérable. Quand on regarde un peu comment ça se distribue entre la métallurgie locale et l'export, on se rend compte qu'il y a 3 acteurs, Société de nickel, à laquelle j'appartiens, Vallée Nouvelle-Calédonie, Koniambo Nickel, donc 3 usines qui pèsent à elles seules 19% du PIB, sachant que sur ces 3 usines, il y en a 2 qui sont en phase de ramp-up, de montée en puissance. Et donc, la part de la métallurgie devrait encore augmenter avec la montée en puissance de ces usines. Si on regarde les choses maintenant sur le plan de la répartition des ressources, on se rend compte que seuls 3 pays sont en mesure d'exporter du nickel oxydé. Ce sont les Philippines, l'Indonésie et la Nouvelle-Calédonie. L'Indonésie, après avoir largement ouvert les vannes de l'exportation, a décidé de les fermer au début 2014 pour contraindre les Chinois à venir construire des unités industrielles chez eux, parce qu'ils ont bien réalisé que la valeur ajoutée se faisait ailleurs. La Nouvelle-Calédonie a toujours encadré sévèrement ses exportations. Vous voyez que c'est pourtant elle qui pèse le plus lourd. Quant aux Philippines, ils ont encadré légèrement leurs exportations et ils font l'objet actuellement de fortes pressions diplomatiques pour livrer la Chine. Donc tout le débat gravite autour de la ressource. Alors quelques mots sur cette ressource. Tout d'abord, il faut bien préciser qu'on a affaire à une ressource qui est une évidence pour la plupart d'entre vous, non renouvelable, enfin, tout au moins à l'échelle humaine, puisqu'on estime globalement que le profil d'altération descend de 1 mètre par 1 million d'années. C'est une moyenne, disons c'est entre 1 mètre et 1,50 mètre. Le défi, c'est que le mineur a obligation d'induire une valorisation optimale de cette ressource. Il ne faut pas se permettre de la gaspiller. Mais par contre, il faut que sa démarche conserve une acceptabilité sociale pour les gens qui vivent autour. Donc, il faut mettre le curseur de manière assez judicieuse entre le bénéfice et la nuisance. Ça, ce n'est pas forcément évident de définir un projet sur ces bases-là. Vous voyez sur cette diapo, qui n'est pas choisie au hasard, un petit peuplement relique d'Araucaria, mais derrière, vous voyez les désordres du passé qui datent de l'époque où on ne gérait pas les stériles miniers. Et puis, il ne faut surtout pas confondre, ce que certains font, ressources et réserves. C'est une distinction qui est fondamentale. Pour reprendre une image un peu allégorique, eh bien, la ressource, c'est les pommes que vous observez sur le pommier.
et que vous vous apprêtez à cueillir. Et la réserve, c'est celle que vous allez pouvoir cueillir. Tout dépend si vous êtes à pied, si vous avez une échelle. Tout dépend aussi le produit ou la destination du produit que vous voulez commercialiser. Est-ce que vous les vendez en frais sur le marché ou est-ce que vous pensez à faire de la compote? Vous ramasserez juste les fruits mûrs ou les fruits qui sont trop matures. Donc la différence entre la ressource et la réserve, elle est fonction du procédé que vous allez utiliser. Et il n'y a pas de cas de figure connu où les réserves égalent les ressources. C'est donc une notion qui est économique. Vous allez voir que c'est tout le débat. Alors, on va regarder différentes étapes du processus minier et du processus métallurgique. Tout d'abord, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on utilise la géophysique, la tomographie par résistivité, pour essayer d'appréhender l'implantation, la meilleure implantation possible des grilles de sondage. Traditionnellement, on faisait des mailles carrées. Ça, c'était du temps où tout le monde avait de l'argent. Aujourd'hui, on essaye d'optimiser. En d'autres termes, il est inutile d'aller faire des sondages dans des endroits où on sait pertinemment qu'il n'y a pas de minerai. Le problème, c'est que la cuirasse masque tout, et donc qu'il faut qu'on ait une vue du sous-sol. Et la géophysique répond pour partie à ça. Elle nous donne une image électrique du sous-sol. Au géologue à corréler cette image électrique à des lithofaciès. Donc tout de suite, on a rapidement les grands volumes altérés, les seuils de roches saines. Vous voyez ici un exemple pris sur la mine de Thiebagui. L'immense avantage de cette technique, ça permet d'économiser sur des grilles classiques entre 15 à 20% du mètre de sondage. Alors, un autre exemple un peu original, c'est l'utilisation, j'allais dire, quasiment massive de l'hélicoptère. On a la chance d'avoir des turbines avec des super alliages de nickel, donc il faut s'en servir. Que ce soit pour la prospection ou surtout pour l'exploration. On a construit des sondeuses spécifiques, que ce soit par voie destructive ou par voie carottée, dont certaines peuvent s'assembler sous élingue. On utilise l'hélico comme une grue, en quelque sorte. C'est un travail qui est extrêmement délicat, mais qui minimise complètement l'impact. C'est-à-dire, c'est juste quelques mètres carrés pour poser la sondeuse. Dans le cas précis, d'ailleurs, où il y a très peu de pente, on n'a pas besoin de plateforme. Sinon, la plateforme est faite à la pelle et à la main. Vous voyez en arrière-plan, ça se doit être dans une haute vallée de la côte ouest, ce qu'étaient les pistes de prospection de l'époque. Elles ont laissé des cicatrices absolument considérables. Aujourd'hui, l'approche par sondage héliporté permet vraiment de minimiser les impacts. Un autre exemple, c'est la réservation. Alors, qu'est-ce que c'est la réservation? Eh bien, c'est du minerai fatal qui est subéconomique. Et on sait pertinemment qu'avec la baisse des teneurs, tôt ou tard, ce minerai sera réexploitable. Et donc, on le stocke dans des verses contrôlées. Vous avez ici un exemple pris sur la verse Étoile du Nord. Cette verse a été constituée il y a presque 20 ans et elle est aujourd'hui réexploitée pour l'exportation. On parle de développement durable, d'impact. Pendant longtemps, l'activité minière en Nouvelle-Calédonie a été liée au cours du London Metal Exchange, au cours du nickel, en fait, qui est extrêmement cyclique. Donc, les mines ouvraient et fermaient au gré des cours. Cette époque-là est terminée. Aujourd'hui, on fait des projets qu'on appelle one-shot, c'est-à-dire qu'on fait tout le séquençage et on commence l'exploitation et on va jusqu'à son terme avec le plus possible d'auto-remblayage. Et dès qu'on a commencé cet auto-remblayage, on commence à réhabiliter quelquefois avant même que les travaux de fermeture de la mine soient achevés. Le stockage des stériles prend une dimension toute particulière en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu que pendant longtemps, on n'en tenait pas compte, on poussait les matériaux souvent dans les vallées. Aujourd'hui, on est capable de faire des verses géantes. Alors quand je dis géantes, voilà un exemple pris sur le massif du Copeto, la mine SLN de Népouy. Cette photo date d'il y a 2-3 ans, mais aujourd'hui, cette verse fait 205 mètres de haut.
et elle contient à peu près 30 millions de tonnes de stériles. Ensuite, on va voir qu'on les revégétalise. Pour mémoire, celle-ci a déjà essuyé plusieurs cyclones. Elle est bien évidemment équipée, instrumentée, surveillée, etc. Ces ouvrages-là peuvent être extrêmement dangereux s'ils sont mal construits. Elle est quand même à 1000 mètres d'altitude. Alors, quelque chose qui est très peu connu, je vous ai mis un petit film. Si je retrouve ma souris, voilà, c'est le dispatch. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler du dispatch, donc je vous ai amené un petit exemple. On va y arriver, c'est parti. En fait, le dispatch, c'est un superviseur qui, à l'échelle de la mine, sur un écran où sa mine est numérisée, gère une flotte d'engins qui sont tous géoréférencés par GPS et sur lesquels la capacité du minerai est affichée. Donc il transmet ses ordres par radio aux engins, et donc ça permet au camion de ne pas attendre devant la pelle, et à contrario, à la pelle, de ne pas attendre de camion. C'est donc une adéquation en temps réel des moyens disponibles. Donc vous voyez ici un camion en chargement. Ce camion fait 100 tonnes de capacité. La pelle est une pelle de 125 tonnes. Chacune de ces machines coûte 2 millions de dollars. Notre exemple, le chargement par convoyeur en mer. Ça, c'est un système qui d'abord donne un gain de temps considérable par rapport au chargement par chaland traditionnel, et surtout qui respecte l'écosystème marin parce qu'il n'y a aucune pollution. Voici le même vu de l'autre côté. Vous voyez que ça peut donner lieu à des systèmes assez sophistiqués où en fait on a une navette télescopique avec un système de renversement de la bande et un racleur de bande qui évite de faire tomber la boue de la bande dans le lagon quand la bande se renverse. Ça peut aller assez loin. Ah oui. Autre développement en matière de développement durable, ce qu'on appelle les unités de traitement du minerai, qu'on appelle communément les laveries. En fait, ce sont des applications classiques de la minéralurgie où on joue et sur les classes granulométriques et sur la densité du matériau. Ça a un immense avantage, c'est que ça nous permet d'abaisser ce qu'on appelle la teneur de coupure. De ce fait, on retrouve de facto une partie d'augmentation de la réserve minière qui peut aller dans certains cas de 20 à 25%. C'est aussi un peu magique parce que ça augmente la teneur moyenne. Et puis ça génère ce qu'on appelle des coproduits ou des sous-produits, mais en fait des coproduits à basse teneur, mais qui sont tout de même valorisables à l'export. Donc c'est un peu des boîtes magiques. Ça a quand même un inconvénient, c'est que ce sont des outils qui sont très difficiles à conduire sur le plan industriel. Alors ces laveries, elles ont un immense avantage quand même, c'est qu'elles sont alimentées par une pulpe. Donc le minerai sur mine est mis en pulpe et il descend à la laverie par transport hydraulique gravitaire. Vous avez l'exemple de la mine de Tchébagui. Vous voyez en bas là, le convoyeur que je vous ai montré tout à l'heure. Ce tuyau fait à peu près 6 km. Et donc c'est une diminution considérable de l'empreinte carbonée par rapport au roulage classique par camion. Bon, on a parlé des verses tout à l'heure. Quand les verses sont constituées, elles sont revégétalisées, c'est-à-dire on réinstalle du topsoil dessus. Le topsoil, c'est la partie supérieure du profil dans laquelle il y a des micro-organismes qui permettent une régénération naturelle de la flore d'origine. Quand c'est trop difficile d'accès, on utilise de l'hydroseeding. En fait, ce sont des graines avec un mulch et une colle qui permettent d'accéder à des endroits extrêmement difficiles, voire de revégétaliser des supports qui, en principe, ne le sont pas, comme les scories de la pyrométallurgie. Ça, c'est l'exemple de la verse de scories de l'usine de Doniambo. Ou alors, on utilise les méthodes classiques par pépinière pour revégétaliser
les banquettes, je veux dire, il y a plusieurs déclinaisons de tout ça. Une initiative un peu originale, c'est les conservatoires qui sont à l'initiative des sociétés minières. Les études d'impact mettent quelquefois en évidence des forêts reliques sur le massif minier, et les sociétés minières, ça c'est l'exemple pris par la SLN sur Thiébagui, s'associent avec la collectivité concernée, la collectivité provinciale qui est en charge de la réglementation et de la protection de l'environnement, pour faire un plan de gestion de ces espaces. Bon, on a beaucoup progressé donc, dans le processus minier, on est capable de faire des sortes de manuels de bonnes pratiques, que ce soit sur la question de la constitution des verses qui répondent à des règles bien précises, ou que ce soit sur les techniques des ouvrages hydrauliques, parce que sur mine, bien évidemment, il faut gérer les eaux avec des pluviométries qui peuvent être considérables. Alors on va aborder maintenant un peu le cœur du sujet, c'est-à-dire devant un profil d'altération, quels sont les différents procédés pour valoriser cette ressource. On reprend à peu près celui que je vous ai montré, il ne change pas beaucoup. Et historiquement, le premier procédé utilisé a été la pyrométallurgie. C'est le cas de l'opérateur historique de l'usine de Doniambo. L'acronyme RKEF, c'est celui qui est communément utilisé par la profession, ça veut dire Rotary Kiln Electric Furnace, four rotatif et four électrique. Bon, mais comme vous pouvez le constater, ce procédé se source essentiellement dans les saprolites riches. Donc historiquement, il a été le premier. Au tout début, les saprolites étaient exploités presque exclusivement à la main. Aujourd'hui, tout est mécanisé, mais on reste quand même sur un horizon de minerais riches. Alors, une variante un peu exotique, c'est le crouprène. Je vous en reparlerai tout à l'heure, qui permet déjà de passer dans le procédé des minerais à teneur plus faible. Mais on est toujours dans un système où une grosse partie de la ressource, c'est-à-dire le nickel qui est contenu dans les latérites jaunes, reste hors d'atteinte. Et pendant longtemps, classé dans des verses, donc classé comme stérile, jusqu'à l'apparition des procédés hydrométallurgiques de type HPAL. Alors HPAL pour High Pressure Acid Leaching, lixiviation acide sous haute pression. Il y a une cinquantaine d'années, une société canadienne qui s'appelle Sherritt qui a construit la première usine à Cuba. On va redétailler chacun de ces procédés. Et puis, peu de temps après, le symétrique en hydrométallurgie, mais par voie ammoniacale, qu'on appelle le procédé Caron. Le procédé Caron est intéressant parce qu'il permet non seulement de passer la totalité du profil latéritique, mais également une partie significative des saprolites. Donc dans son emprise, il est intéressant. Mais vous allez voir qu'il a des limites. Et puis derrière, les HPAL de dernière génération, qu'on appelle de type 2, ils ont pratiquement la même largeur de spectre que le procédé ammoniacal, mais ils ont des rendements qui sont sans aucune commune mesure. Et puis la dernière génération, qu'on appelle les IPAL. Alors les IPAL, en fait, ce sont des HPAL, donc des systèmes avec des autoclaves, auxquels on rajoute en série ou en parallèle des réacteurs atmosphériques. Et tout ça nous permet en fait d'avoir aujourd'hui des procédés hydrométallurgiques qui sont, passez-moi l'expression, pratiquement omnivores, c'est-à-dire qui sont capables de traiter la totalité du profil latéritique. Alors, on reprend les choses séquentiellement. La pyrométallurgie classique, bon, vous connaissez tous plus ou moins le
procédé qui n'a rien de révolutionnaire. En fait, le minerai est transporté par bateau, il est homogénéisé, parce qu'il faut quand même un certain nombre de constantes géochimiques avant de mettre le minerai dans le four. Il est calciné dans un four rotatif. À la sortie du four rotatif, il est mis dans des bonbonnes et il tombe dans un four électrique à arc avec 2 niveaux de soutirage. Le plus lourd, bien évidemment, le métal est versé dans des poches. Et puis la scorie fait l'objet d'une évacuation par un autre plancher. Ensuite, ces poches sont affinées et grenaillées. Je ne parle pas de cette filière-là qui est tout à fait particulière. Alors, une image de l'usine de Doniambo que certains d'entre vous connaissent. La centrale thermique qui alimente en énergie les fours. Au fond, le port minéralier. Ici, on ne les voit pas très bien, ce sont les sécheurs. Derrière, hélas, on sort de la photo, c'est le parc d'homogénéisation du matériel. Ici, les tubes rotatifs, les fours rotatifs, et ici, la halle de fusion avec les fours électriques. Je vous ai mis quelques images, c'est quand même plus parlant. On va faire la chasse à la souris. Voilà. Donc voilà les fours rotatifs dont je vous parlais. Ces fours sont garnis de réfractaires. Les voilà de l'intérieur pendant une opération de maintenance. Le minerai qui est calciné grâce à une flamme à charbon est ensuite déversé dans les fours électriques. Vous voyez ici une coulée métal. Ce métal est versé dans des poches qui sont transportées par des fonds roulants. Vous voyez ici une prise d'échantillon pour le contrôle qualité. Ça, c'est quelques images du plancher scorie. Le métal là fait à peu près 1450 degrés. Il est ensuite affiné. Là, on enlève la scorie et le fer. Et ensuite, la poche est vidangée dans une piscine pour donner du ferronickel qui est sous forme de grenaille. On appelle ça, d'ailleurs, les métallurgistes et les aciéristes appellent ça les chips. Mais ils en sont friands. Alors, toujours dans la même logique, les centrales de demain, on parle beaucoup des centrales à charbon, elles peuvent quand même avoir quelques effets positifs dans la mesure où si on arrive à inerter leurs cendres, on peut utiliser les cendres comme clinker dans la fabrication du ciment. Et puis en poussant le raisonnement un peu plus loin, si on fait un tri granulométrique sur les scories, on peut les utiliser comme sable et les mélanger avec du ciment vert. Donc on a du béton vert. On essaie le plus possible de fermer les cercles. Et comme on désulfure les fumées de ces usines, eh bien, on récupère du gypse. Du coup, on peut avoir une production de plâtre. Vous voyez que la réflexion peut aller assez loin. Alors, une autre variante du procédé pyrométallurgique type RKEF, c'est le procédé NST. C'est développé par Koniambo Nickel. C'est la seule usine au monde à être conçue comme ça, où en fait, les fours rotatifs que je vous ai montrés sur l'usine de Doniambo, ici, sont verticaux. Ils sont verticaux, ils ne tournent pas. Et donc, le minerai est broyé, avec une maille d'ailleurs assez fine, et il est injecté dans ces tubes avec du charbon pulvérisé, et il tombe directement dans le four qui est dessous. L'immense avantage de cette technique, c'est que la boucle est fermée. Et donc, on n'a pas de problème de gestion des poussières diffuses. Par contre, on manque un peu de recul sur son exploitabilité. Alors, voilà un procédé allemand qui a été développé par un petit fondeur japonais qui s'appelle Nippon Yakin. Nippon Yakin qui est dans la préfecture de Kyoto, dans le Kansai, au Japon. Alors, Nippon Yakin, lui, il développe ce procédé. En fait, il fait du ferronickel sans four électrique. Et alors, il pousse la flamme dans les derniers mètres du tube avec des réfractaires bien spéciaux. Il provoque une fusion partielle du minerai calciné. L'inconvénient, c'est que
À la sortie, vous avez le ferronickel qui est mélangé avec la scorie. Bon, du coup, ils ont une laverie derrière où ils broient le mélange. Ils récupèrent le ferronickel par flotation et par séparation magnétique. L'immense avantage de ce procédé, c'est qu'il est très compétitif parce que vous n'avez pas le coût de l'énergie pour chauffer le four. Par contre, le rendement métal est quand même bien inférieur et surtout, il n'y a pas de possibilité d'affinage du ferronickel. Notamment, il n'y a pas la possibilité de le désulfurer. Mais il reste intéressant dans son concept. Ça, c'est la seule image qui existe de cette usine. Alors, quand on aborde le problème de l'hydrométallurgie, les choses se compliquent un peu. Parce que, bon, vous avez certes une fosse minière, comme dans le cas de la pyrométallurgie, je dirais, classique. Cette fosse minière, bien sûr, elle impacte la ressource en eau, elle impacte aussi la biodiversité, mais vous avez deux autres choses à gérer. Ce sont les effluents et les résidus issus de l'attaque acide, même s'ils sont tamponnés, qui représentent des enjeux considérables, notamment vis-à-vis de la ressource en eau. Parce que les résidus, il faut les laver. Et puis, l'effluent, il faut bien lui trouver une source. Donc, les usines hydrométallurgiques induisent sur la disponibilité de la ressource en eau une très très forte pression. En d'autres termes, pour dire les choses un peu plus simplement, vous faites l'économie des coûts énergétiques puisque vous n'avez pas l'électricité pour chauffer le four, mais une partie de ces coûts doit être utilisée pour minimiser l'empreinte environnementale. Alors, on commence par l'usine historique de Sherritt à Cuba. Bon, à l'époque, on avait conscience relative de l'impact environnemental. Donc, bon, en plus, c'était à Cuba. Et cette usine avait le mérite d'exister, mais elle avait un très faible taux de disponibilité de ces autoclaves, puisqu'il fallait régulièrement les arrêter pour les décrouter. Elle produit toujours, d'ailleurs, un produit intermédiaire de type MSP, MSP pour Mixed Sulfide Products. Le MSP, il est raffiné dans le Canada. Voilà l'usine ammoniacale, l'usine du procédé Caron. Elle est située dans le Queensland, dans un endroit qu'on appelle Yabulu. Yabulu, c'est le nom aborigène. Alors, ce procédé est intéressant parce qu'il permet, dans la solution, la captation sélective du nickel. Par contre, les rendements sont faibles, 75-80% pour le nickel, à peine la moitié pour le cobalt. La partie amont utilise des procédés pyrométallurgiques, donc qui sont coûteux en énergie. Elle a, comme toutes les usines hydro, un niveau d'investissement qui est élevé, mais surtout un prix de revient qui est élevé. En fait, ce procédé, même s'il est sympathique, parce qu'il permet déjà l'utilisation partielle des saprolites, ce procédé, il cumule les inconvénients des deux process, et c'est pour ça qu'il n'a pas été plus répliqué que ça dans le monde. Alors là, on change de registre avec les usines de type HPAL2. Voilà l'usine de Vallée Nouvelle-Calédonie dans le Grand Sud, avec des performances assez ahurissantes. Vous voyez ici les autoclaves, batterie de 3 autoclaves. Ces autoclaves sont en titane. Ils travaillent dans des domaines de température et de pression assez ahurissants, entre 250 et 260 degrés, et avec des pressions entre 50 et 60 bars, car on sait que le niveau de la contrainte il varie avec 10 puissance 4 de la température. On imagine les calculs de structure. Il utilise ici une extraction par solvant avec des colonnes. Vous voyez ici les résines échangeuses d'ions et là les colonnes pulsées. Et puis, pour terminer, il a des fours à pyrohydrolyse. C'est un peu magique parce que vous avez une canalisation avec du chlorure de nickel qui arrive dans ces fours.
et puis sur la base du four, sur le plancher réfractaire, tombent des billes d'oxyde de nickel, et le procédé régénère de l'acide qui part en boucle pour régénérer les colonnes d'extraction par solvant. Vous voyez ici une vue panoramique de cette usine avec les bassins de décantation à contre-courant. Ici, les autoclaves dont je viens de vous parler. Ici, les colonnes de SX. Et là, mais il faut le savoir, ce sont les fours à pyrohydrolyse. Derrière, c'est l'usine de fabrication de chaux et l'usine de fabrication d'acide sulfurique, qui est la plus grande du monde. Ces outils-là, que ce soit celui ou celui de KNS, ont nécessité des investissements de 7 milliards de dollars. Alors, je vous parlais de l'empreinte environnementale sur les résidus. Ben voilà le stockage de résidus de l'usine du Sud. Je vous donne quelques chiffres. Vous voyez, il s'agit d'un bassin de rétention. Ce bassin de rétention fait 140 hectares. Il verrouille la vallée à travers une berme, une digue. Cette digue fait 60 mètres de haut. Vous voyez ici, ça c'est les engins, les petites fourmis. Là. Voilà, les articulés de 40 tonnes. Là, la berme fait un peu plus d'1 kilomètre de long. Elle a nécessité plus de 6 millions de mètres cubes de matériaux. Donc quand je vous parlais de l'empreinte des résidus, vous voyez que ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors on va regarder un peu les choses sous l'œil de l'empreinte carbone. Avec une tonne de nickel, vous envoyez ce minerai pour être fondu en Chine dans une unité de pig iron. Eh bien, vous allez générer 68 tonnes de CO2. Vous changez de destination et vous l'envoyez dans une usine pyrométallurgique classique. Vous tombez à 28 tonnes. Vous changez encore la destination et vous envoyez votre minerai pour produire toujours une tonne de métal dans une usine hydro de type HPAL, comme l'usine de Goro. Et là, vous tombez à 20. Et puis, en poussant encore un petit peu le raisonnement, vous regardez ce que ça donne dans un procédé IMPAL, et là, vous tombez à 10. Donc, vous voyez donc que selon le choix du procédé, l'empreinte carbonée peut être déterminante. Alors, on rajoute à ça, je vous signale pour mémoire que la tendance maintenant, c'est de faire des résidus secs. Voilà un exemple de résidus issus d'un procédé atmosphérique qui est celui du projet Weda Bay en Indonésie. Alors, tout ça n'est rien si on n'a pas dès le départ la prise en compte des meilleures techniques disponibles et la diminution de l'impact environnemental dès la construction. Parce que quand vous avez apporté des modifications sur un objet industriel qui est en cours de construction ou en cours d'exploitation, le retour d'expérience montre que ça se passe toujours mal. Plus encore, quelque chose qui est capital, c'est le dialogue entre le concepteur et l'exploitant. La plupart de ces installations sont conçues par des bureaux d'études très bruyants, cabinets d'ingénierie, mais qui ont une approche exclusivement axée sur le rendement. C'est souvent ce que leur demandent les financiers d'ailleurs. Et ils n'ont que peu d'idées des difficultés que va rencontrer l'exploitant lors de la conduite de cet objet industriel. Moi, c'est ce que j'appelle un peu la tyrannie du tableur. Sur un tableur, c'est toujours fantastique. Dans la réalité, c'est quelquefois beaucoup plus compliqué. Et donc, s'il n'y a pas, dès la conception, la prise en cause des spécificités locales, eh bien, on se rend compte que les projets ont du mal à s'intégrer dans leur environnement. Alors, quand je dis les spécificités locales, ça peut être la météo, ça peut être la sismicité, ça peut également être, et surtout, les approches culturelles, puisqu'on est en Océanie. Or, ces usines-là sont dessinées comme si elles allaient fonctionner
au Japon, en Australie ou en Europe. La réalité, c'est qu'elle fonctionne dans des environnements océaniens insulaires. Alors, pour être intégrées dans leur environnement socioculturel, les sociétés minières ont développé toute une palette d'approches en matière de responsabilité sociale et environnementale. Alors, ce sont pour certaines les fondations, d'autres les conventions avec les collectivités, l'aide au développement de l'initiative individuelle, les sociétés d'économie mixte qui font du co-développement de projets qui ont quelquefois rien à voir avec la mine, une juste répartition de la sous-traitance, le juvénat, etc. Il y a pratiquement un peu de limites à l'imagination. Ça, c'est l'exemple d'une société de sous-traitance, de roulage. On est sur le massif de Tibagi. Là. Bon, voilà un exemple de convention avec les collectivités, une mairie, une province, pour la construction d'un pont qui dessert une tribu qui se retrouvait isolée chaque fois que des pluies importantes se déclenchaient, et Dieu sait si ça arrive souvent. Alors, on ne peut pas parler de développement durable sans parler de formation des hommes. Ça, c'est absolument impossible, parce que derrière les machines, il y a toujours des hommes. Et donc, montrer une initiative originale, c'est le centre de formation aux techniques de la mine et des carrières, qui est en quelque sorte une sorte de mine-école pour les opérateurs miniers, puisqu'elle dispose d'un atelier engin mobile, de salles de cours, d'une flotte d'engins, et surtout de plusieurs chantiers d'exercice. Alors cet outil de formation, il a été créé par la profession qui le gère directement. Alors c'est assez drôle parce qu'en fait, ce sont les actionnaires qui sont les clients, donc ça donne des conseils d'administration assez drôles. Les stagiaires sont en situation réelle. Ils sont sur une vraie flotte d'engins qui comprend des machines physiques, mais aussi des simulateurs, on va y revenir. Ils produisent du minerai. Ils produisent du minerai qui est vendu par l'école. C'est une initiative qui est sans équivalent dans le monde du nickel. Actuellement, ce centre investit beaucoup dans le numérique, dans les simulateurs. Vous voyez ici une stagiaire au volant d'un camion de 100 tonnes. 100 tonnes, c'est sa charge, puisque l'engin à vide pèse 85 tonnes. La charge est affichée ici. Un autre exemple de simulateur qui est celui de la prise en main de la machine avant de la conduire. Ça, c'est une société qui est en Lorraine, qui s'appelle Acreos. CFTMC, c'est des formations diplômantes de niveau 5 à 4 qui durent 6 à 10 mois selon la spécialisation, forment à peu près 120 à 140 stagiaires par an, dont 25% de femmes, 98% de taux d'intégration dans la vie active, capable aussi de faire de la formation à la carte, de la remise à niveau. C'est un budget qui est relativement important. Et enfin, pour terminer, on ne peut pas parler de développement durable sans son quatrième pilier qui est la gouvernance. Et là, on commence à poser des questions dont on n'a pas toujours la réponse. Quel est le modèle économique idéal ? Quelle est la définition d'une politique d'exportation qui ne menace pas la pérennité des usines locales ? Toutes ces réflexions avaient été, je dirais, préinduites par un texte un peu fondateur qui est le schéma de mise en valeur des richesses minières de la Nouvelle-Calédonie, qui est en fait un catalogue des grands principes directeurs et sa déclinaison réglementaire qui est le code minier de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce premier pas ne répond pas à toutes les questions. Quelles sont les modalités de participation des collectivités au capital des usines locales ? Voilà quelque chose qui relève complètement de la sphère politique. Se pose aussi la question du droit de l'environnement. Le droit de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, il est de la compétence des provinces. Ça veut dire que chaque province a son propre code de l'environnement. Je vous laisse imaginer l'angoisse du titulaire minier qui a une concession qui est pour moitié en province sud et pour moitié en province nord. Voilà. Tout ça pour dire que l'industrie en Nouvelle-Calédonie a fait des progrès considérables, mais n'a pas encore répondu à tous les défis qui l'attendent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie également toutes les sociétés minières qui m'ont fourni les supports pour vous faire cette présentation.